Pour commencer, Guillaume Girard, chef de projet géomatique au sein du GIP RGD Savoie-Mont-Blanc. Depuis plus de 30 ans, il accompagne les collectivités dans la production et la structuration de données SIG avec une expertise reconnue autour des référentiels cartographiques à grande échelle et du PCRS. Il va nous présenter comment Global Mapper Pro est utilisé comme couteau suisse du contrôle qualité du PCRS en Savoie-Mont-Blanc, depuis l'analyse des données LIDAR jusqu'à la validation finale des livrables. Je précise également que nous consacrerons un petit temps de questions-réponses à la fin de chaque intervention, alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le panneau questions. Et Guillaume, eh bien, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je me présente, je suis Guillaume Girard, chef de projet géomatique au sein de la RGD Savoie-Mont-Blanc. Et je vais vous présenter une des utilisations que l'on fait de Global Mapper Pro au sein de notre structure. Je l'ai illustré par un couteau suisse, cette présentation, puisqu'en fait, c'est vraiment cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'outils qui vont nous permettre de contrôler la qualité du PCRS. Quelques éléments de contexte pour présenter la RGD. La RGD Savoie-Mont-Blanc est une structure publique qui accompagne les collectivités de Savoie et de Haute-Savoie depuis 30 ans pour de l'acquisition, du contrôle, de la mutualisation, de la diffusion de données ou de services cartographiques. Et aujourd'hui, on a à peu près 600 structures abonnées à nos services et plus de 2500 utilisateurs. Toujours pour resituer le cadre de mon intervention, la RGD accompagne le CIAN en Haute-Savoie et le conseil départemental en Savoie dans le cadre de la constitution du PCRS. Le PCRS, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous êtes nombreux ce matin à le savoir, mais je fais juste un petit rappel. C'est un référentiel cartographique d'une très grande précision, inférieure à 10 cm, qui peut être d'ailleurs image ou vecteur. Nous, on va s'intéresser au PCRS image ici. Il est directement issu d'une réglementation, la réforme anti-endommagement des réseaux, dont l'objectif est de limiter les accidents lors de travaux à proximité des réseaux. C'est ce qui est illustré par la petite image à gauche. Ce référentiel, il est destiné dans un premier temps aux exploitants de réseaux sensibles et non sensibles pour leur permettre d'améliorer la cartographie de leur réseau et dans un second temps, de leur permettre de répondre à leurs obligations dans le cadre des réponses au DT, déclaration de travaux, ou DICT, déclaration d'intention de commencer des travaux. Je vais vous présenter ici les travaux qu'on mène autour du PCRS image. Ce qu'on constate déjà sur la photo, c'est la grande précision de ce référentiel cartographique. Si on le compare à des référentiels classiques tels que la BD Ortho de l'IGN. Pour produire ce PCRS, on fait réaliser des prises de vue aériennes par des avions à très basse altitude, environ 1000 mètres par rapport au sol, pour obtenir des images à très haute résolution avec un pixel de l'ordre de 5 cm. Compte tenu du relief de nos territoires, cela génère un nombre d'axes, et on le voit bien sur l'illustration, et d'images très importants. Pour le département de la Haute-Savoie, qui fait 4600 km², cela représente à peu près 90 000 prises de vue. Global Mapper est donc parfaitement adapté pour réaliser les contrôles de ces données et je vais détailler dans les slides suivantes les différents types de contrôles qu'on peut réaliser avec Global Mapper. Maintenant qu'on a vu comment était constitué le PCRS, on va s'intéresser aux contrôles qu'on mène avec Global Mapper. Et le premier contrôle que l'on va pouvoir effectuer avec Global Mapper, c'est un contrôle sur les plans de vol. Alors ce contrôle-là, on le fait deux fois. Une fois en amont des vols, donc sur la base de plans de vol théoriques fournis par le prestataire, où on va regarder si les spécifications techniques sont bien respectées, c'est-à-dire les recouvrements latéraux, longitudinaux, les dévers et la résolution des images natives. Et puis, une fois que les vols sont faits, on refait le même contrôle pour vérifier si le plan de vol proposé a bien été respecté et puis si effectivement les résultats correspondent à ce qu'on attend.
Pour le contrôle des plans de vol, nous disposons bien sûr de l'emprise de commande. Et puis le prestataire nous remet 3 fichiers qui correspondent au centre image, sur lequel on a une information assez minimaliste en termes de GSD. Voilà. On va retrouver des valeurs de GSD, min, max et moyen, mais qui correspondent à des valeurs de GSD sur un axe de vol. On retrouve aussi les lignes de vol. Donc ça, c'est les axes que va suivre l'avion lors des prises de vue aériennes. Et enfin, l'emprise réelle des images. Alors, on va zoomer un petit peu, mais comme vous le constatez, l'emprise n'est pas facilement exploitable compte tenu de la superposition des images entre elles et des recouvrements. Et donc, c'est pour ça qu'on va procéder à un traitement secondaire dans Global Mapper pour nous permettre d'analyser ces emprises. Comme on l'a vu sur la diapositive précédente, les données transmises par le prestataire ne permettent pas de vérifier directement les différentes spécifications des images telles qu'inscrites dans le cahier des charges. Global Mapper va nous permettre de générer de nouvelles données, permettant une analyse facilitée et un contrôle de ces plans de vol. Compte tenu de la répétition des actions, du nombre de contrôles à réaliser, notamment 7 analyses différentes pour chaque plan de vol, nous avons procédé à l'utilisation de scripts que nous avons écrits dans Global Mapper. L'intérêt du script ici est de paralléliser les traitements. On peut néanmoins modifier les paramètres de manière aisée. Il suffit de retourner dans le script et de modifier quelques paramètres. Vous voyez que j'ai découpé mon script en 3 parties sur cette slide. Le chargement d'un MNT online, la création de nouveaux attributs à partir du MNT online et le renommage d'attributs, et enfin le calcul des buffers. Mais on verra ça dans la slide suivante. On pourrait aller plus loin dans le script en proposant l'enregistrement des images des différents résultats pour une exploitation directe dans un rapport à remettre au commanditaire. Pour le contrôle des plans de vol, des recouvrements latéraux ou longitudinaux, des dévers, des résolutions des images, on va utiliser le script que je vous ai présenté sur la capture d'écran précédente, donc un script Global Mapper. On lance le script. Alors, on vient chercher nos centres images. Ensuite, on va enregistrer les résultats dans un fichier que j'appelle GSD pour avoir la résolution. Et ensuite, je sélectionne l'emprise de commande. Et enfin, le dossier dans lequel je vais enregistrer mes buffers. Donc là, l'opération est en train de se réaliser. Le script génère les buffers à 55%, 30% en latéral, 72 et 60 en longitudinal. Une fois que ceux-ci seront terminés, on pourra réouvrir les buffers et je vais ouvrir les 3 principaux qui nous intéressent. C'est le cas général, c'est-à-dire le longitudinal à 72%, le latéral à 55% et le dévers à 30%. Voilà. Alors, je vais les désélectionner pour vous montrer le résultat. Donc, recouvrement longitudinal à 72%. Ce qu'on va faire là, c'est une analyse visuelle pour s'assurer que tous les cercles sur un même axe sont jointifs. Donc s'ils sont jointifs, ça veut dire qu'on a le recouvrement nécessaire. S'ils ne l'étaient pas et qu'il y avait des trous, eh bien, ça veut dire qu'on aurait des centres images qui manqueraient. On fait la même chose sur le latéral à 55%. Donc là, on se rend compte que sur l'est de notre territoire de commande, eh bien, on a des zones de blanc, c'est-à-dire que les dernières images qui ont été captées ne couvrent pas complètement l'emprise de commande. Enfin, on va s'intéresser au
des verts à 30, et là on se rend compte que tous les cercles se touchent les uns par rapport aux autres, donc le dévers de 30 est respecté. Alors le script, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti d'un fichier centre image, il a chargé les données MNT Aster, et puis il a calculé pour chacun des points l'altitude au sol, l'altitude de vol, et ensuite, avec les formules de calcul que j'ai présentées dans mon script, il a calculé le buffer pour chacun des points en fonction de la focale et des paramètres de la caméra. Pour réaliser l'orthorectification des images aériennes, les prestataires le font sur la base d'un modèle numérique de terrain, MNT. Ce modèle numérique de terrain est issu de levées lidar aérien. Alors, soit lié aux acquisitions photogrammétriques, soit à partir du lidar HD de l'IGN. Quelle que soit l'origine du lidar, on va procéder à plusieurs contrôles de ces données-là. Le lidar et les données MNT pour vérifier qu'il n'y a pas des aberrations ou alors que on est maintenant dans une phase de contrôle radiométrique des images. Et là encore, compte tenu du nombre d'orthophotos à traiter, sur l'exemple que je vais traiter 28 000 images de 200 mètres par 200 mètres. Compte tenu de ce volume d'images, nous avons opté pour la création d'un script dont l'objectif est de générer dans un premier temps un map catalogue à partir des images TIFF présentes dans un répertoire. Puis à partir de ce map catalogue, on génère simultanément deux orthophotos globales qu'on va appeler Quick Ortho avec des résolutions beaucoup plus faibles puisque la résolution native des images est de 5 cm et nous on va générer des orthophotos, des Quick Ortho à 2 mètres et 10 mètres. Le passage par un script représente un vrai gain de temps pour produire ces images. Ensuite, une fois que les images sont créées, on va analyser les canaux R, V et B, les moyennes et écarts types de ces canaux. Malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé de solution dans Global Mapper pour faire cette analyse et nous procédons soit par l'utilisation de GIMP, soit par un script Python qu'on a développé, qui nous sort des statistiques et qui les compare à des standards nationaux. Pour les contrôles radiométriques et pour les surfaces stables, telles que les routes, où le gris devrait rester assez invariable, quelle que soit la période d'acquisition, on fait un travail complémentaire où on fait une sélection de points sur les routes et on vient récupérer la valeur RVB du pixel sur chacun de ces points pour les comparer. Voilà, notre script a fonctionné. On a donc deux Quick Orthophotos qui ont été produites, une Quick à 2 mètres et une Quick à 10 mètres. Donc j'ai affiché sur l'écran la Quick à 10 mètres que j'ai superposée à la BD Ortho IGN. Sur la partie droite de mon écran, vous voyez une copie de mon script. Donc le script il génère un map catalogue vide. On vient charger dans le map catalogue les images TIFF et ensuite on exporte des orthophotos globales à faible résolution à 2 mètres et 10 mètres. Le script est paramétrable, donc si on choisissait de changer la résolution des Quick Ortho, ça serait très simple. Et je vous ai mis en surligné jaune les valeurs extraites par mon script Python qui vient faire donc des moyennes par canot sur les images produites et moyenne et écart type et le comparer avec le standard IGN puisque la moyenne RVB doit être comprise entre 80 et 110
Donc nous, on est à 114, donc ça veut dire que l'orthophoto est légèrement surexposée. Donc là, on a la possibilité de demander à notre prestataire de revoir la radiométrie pour essayer de se rapprocher un tout petit peu de la BD ortho. Voilà, on est dans une phase de contrôle du mosaïquage. Le mosaïquage, le prestataire, lorsqu'il réalise l'orthophoto, il va sélectionner sur chacune des images aériennes la partie présentant la meilleure qualité et qui respecte le cahier des charges. Et il va créer ce qu'on appelle un graphe de mosaïquage ou des lignes de couture. Dans le cadre des opérations de contrôle, nous, ce qu'on va s'assurer, c'est que le prestataire a utilisé au mieux les images qu'il avait à disposition. Et pour ce faire, nous allons créer dans Global Mapper un autre graphe, un diagramme de Voronoi. C'est un graphe de mosaïquage théorique basé sur l'exploitation de la position du centre des images. Pour réaliser un diagramme de Voronoi dans Global Mapper, c'est une opération assez simple à réaliser. Donc on dispose en entrée des points qui correspondent au centre de nos images, telles qu'elles ont été prises par l'avion, l'emprise de la commande, donc la zone sur laquelle on veut produire l'orthophoto. Et puis on a reçu aussi le graphe de mosaïquage du prestataire. Voilà. Alors dans un premier temps, on va le supprimer, on va se concentrer donc sur les centres images et via le menu vecteur, on va pouvoir créer un diagramme de Voronoi. Ce diagramme de Voronoi, on peut le générer soit sous forme de polygone, soit sous forme de segment de ligne. Pour rester cohérent avec la livraison du graphe de mosaïquage du prestataire, on va rester sous forme de polygone. Et donc automatiquement et en quelques secondes, ça va nous créer un graphe théorique, un diagramme de Voronoi théorique sur les centres images. Il dépasse largement l'emprise de la zone de commande, donc on va utiliser les opérations spatiales pour restreindre ce diagramme de Voronoi dans la partie de l'emprise. Voilà, donc on fait une intersection. Et donc on a cette fois-ci le diagramme de Voronoi à l'intérieur de l'emprise. Alors pour faciliter la lecture, on va modifier l'affichage. Donc on va faire du polygone avec un contour, une couleur spécifique. Voilà. Donc là, on distingue le diagramme de Voronoi théorique que l'on va pouvoir superposer avec le graphe de mosaïquage produit par le prestataire. Et si on regarde bien, c'est assez cohérent. Les deux graphes sont assez superposables, sauf dans certains secteurs, par exemple ici. Et cela veut dire que certaines images n'ont pas été exploitées par le prestataire. Donc on verra, en utilisant les images produites, pourquoi elles n'ont pas été, pourquoi ces images de départ n'ont pas été utilisées. Donc le contrôle, c'est un contrôle visuel qu'on fait entre les deux diagrammes, le graphe de Voronoi et le graphe du prestataire. On va pouvoir aussi réaliser un autre contrôle pour essayer de sélectionner les bâtiments du cadastre qui seraient coupés par un graphe de mosaïquage. Parce que s'ils sont coupés, on peut avoir des effets de cisaillement au niveau de la jonction entre deux graphes de mosaïquage. Voilà, donc je ne vais pas lancer l'opération, mais c'est une opération spatiale, pareil, qui va nous permettre de sélectionner les bâtiments qui sont intersectés par le graphe de mosaïquage. Et puis, ça, c'est des points d'alerte, et on ira voir sur les images ce que cela donne. Après tous ces contrôles, on va réaliser des contrôles visuels pour détecter des flous, des transitions trop marquées, des cisaillements sur les bâtiments, éventuellement des coulées de pixels, des dévers trop importants, des déformations, des nuages, de l'ombre, des défauts qu'on appelle spéculaires. Là encore, on va se faciliter la tâche avec Global Mapper, notamment dans la définition des zones de contrôle.
avec la préparation d'une grille spécifique. Donc là, on va simplement faire une grille qui va nous permettre de découper notre emprise de commande en un carroyage et puis on va faire une sélection aléatoire sur ce carroyage en prenant 10% des dalles qu'on aura générées. Et ainsi, on vérifiera visuellement 10% donc, du territoire. Et puis, on fait un contrôle plus systématique sur les ouvrages d'art. Alors là, vous avez en dessous 2 images issues de contrôle. La première à gauche qui a un contrôle sur un ouvrage d'art. Et vous voyez que l'ouvrage n'a pas été complètement et correctement redressé. Du coup, la ligne de chemin de fer est tordue. Et puis, la deuxième image correspond à la présence de nuages sur l'orthophoto. Voilà, je pourrais être encore un peu plus long sur la notion de contrôle, hein, puisqu'on vous a présenté très rapidement les contrôles qu'on faisait. Donc on a fait tous les contrôles, on est donc prêt pour la diffusion et la livraison des données. Et là, on va utiliser des fonctions que je considère comme plus classiques de Global Mapper, qui vont nous permettre de répondre aux besoins des différents destinataires, tant en termes de format, de compression ou de projection. Et pour cela, on va utiliser la reprojection par lot. Nos données sont donc prêtes maintenant à être diffusées ou exploitées. Et donc, je vais illustrer dans les slides suivantes 2 exploitations un peu avancées de l'utilisation du PCRS à partir de Global Mapper. Et donc, la première utilisation que je vais vous présenter, c'est l'utilisation qui se base sur le Deep Learning, le module qui est en bêta dans la version de Global Mapper et qui permet notamment de faire de la détection d'objets. Ici, on va faire un essai sur la détection de véhicules sur un parking. Et donc, le but, c'est d'aller repérer les véhicules et éventuellement les comptabiliser. Voilà, on a lancé donc ce traitement. Le traitement est abouti et donc on a une sélection de véhicules qui a été opérée par Deep Learning. Alors, bien sûr, il y a des faux positifs, il y a des véhicules qui sont découpés, mais globalement, ça nous donne quand même une bonne idée du nombre de véhicules. Ici, 306 unités qui ont été détectées. Alors, il y en a qui n'apparaissent pas, et comme je vous ai dit, il y en a en double. On peut bien évidemment essayer d'améliorer cette détection d'objets. Mais je ne vais pas rentrer plus en détail dans cette fonction. Je vais vous présenter ici une autre fonction avancée, cette fois en utilisant des données LIDAR. Donc j'ai chargé préalablement mes données LIDAR sur un périmètre, hein, ici sur Annecy, donc tout proche de nos bureaux. Et j'ai chargé aussi les images aériennes du même secteur. Voilà, donc issu du PCRS à 5 cm. On va représenter la donnée LIDAR de plusieurs façons. Soit on la colorise en fonction de l'altitude, donc avec une gradation vert, altitude les moins élevées, et rouge, les altitudes les plus élevées sur cette portion de territoire. Soit alors on peut les représenter selon la classification, donc la nature des points. Donc ici, on a en gris tout ce qui est sur sol et en marron ce qui est sol. Et puis en rouge, des surfaces en eau, enfin, sans données. Et puis on a une dernière petite représentation là, qui correspond aux ouvrages d'art, aux ponts. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. On en a d'autres. Hein, toutes sont présentées ici dans la colorisation. Ce qu'on va produire, c'est qu'on va venir appliquer une couleur au point LIDAR. Et cette couleur, on va aller la chercher dans le pixel de l'orthophoto. Donc,
Je sélectionne mon nuage, je sélectionne mon orthophoto et je fais OK. On va laisser le traitement se faire. J'ai coupé l'enregistrement de la vidéo un petit moment parce que le traitement était assez long. Il aurait été peut-être judicieux au préalable d'utiliser la fonction d'allègement spatial du nuage de points afin de rendre le traitement plus rapide. Voilà, donc on obtient donc cette fois-ci notre nuage de points colorisé avec le pixel de la photo. Alors on voit quand même quelques petits problèmes, notamment liés à l'absence de points lidar sur les surfaces en eau. Donc on a des zones qui apparaissent en blanc. Mais sinon, le résultat est assez concluant. Voilà, donc chaque point du lidar s'est vu attribuer la couleur du pixel qui était superposé. Et donc, on va pouvoir aussi représenter ces données en 3D en ayant une vue assez réaliste. Voilà, donc à partir du nuage de points colorisé précédemment, eh ben, j'ai fait juste une vue 3D. On aurait pu faire un petit survol avec un itinéraire. Mais l'objectif était juste de vous montrer la colorisation du nuage de points à partir de Global Mapper. Merci pour votre attention. J'espère que cette présentation vous donnera des idées pour des utilisations de Global Mapper et notamment l'utilisation des scripts pour les tâches répétitives. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation vraiment très intéressante et très riche. Vous nous avez à la fois parlé de script, de diagrammes de Voronoi, de deep learning, de colorisation lidar, etc., etc. Je regarde dans le panneau questions s'il y a des questions des participants. Je rappelle aux participants qu'ils n'hésitent pas à nous écrire dans le panneau de chat, le panneau questions plus exactement, de GoToWebinar. Si vous avez des questions à poser à Guillaume suite à son intervention, je m'en ferai le relais. Et en attendant, moi j'en ai peut-être une ou deux. Vous nous avez parlé donc longuement de script, notamment au début de la présentation. Dans quel cas vous décidez d'écrire en langage Global Mapper ou en langage Python? Alors, en fait, quand je trouve facilement les réponses dans le cookbook du langage Global Mapper, je travaille avec ce langage. Et D'accord. puis, alors, grâce à l'IA, Oui. pour des fonctions que je ne trouverais pas, je vais aller chercher avec les assistants IA des formulations Python qui pourraient me permettre de répondre à ma problématique. Mais D'accord. j'avoue qu'avec les fonctions décrites dans le cookbook de Global Mapper, j'arrive à faire la plupart de mes traitements. Alors, certaines fois, je ne vais pas jusqu'au bout de ce que je pourrais faire. On aurait pu même imaginer un pipeline complet de contrôle. Oui, oui. Voilà. Mais je trouve qu'avoir une intervention humaine au fur et à mesure des contrôles est intéressante. Et donc, pour l'instant, on s'est focalisé sur quelques contrôles où on vient faire ça sous forme de script. Le gros intérêt, c'est vraiment de paralléliser les traitements pour nous, de pouvoir lancer la production de données génériques en parallèle. Et Mhm. puis, une fois qu'on a les résultats, on analyse. Voilà. Mais donc D'accord. le choix, il est fait. Le choix du langage est vraiment fait en fonction de est-ce que je trouve la réponse ou pas dans le cookbook. Et si je la trouve pas, eh bien, je me fais accompagner par l'IA. Je suis désolé, c'est peut-être pas très bien, mais mes connaissances en Python sont pas suffisantes pour boucher les trous. D'accord. Entendu. Alors,
Nous avons une question de Xavier. Pour la détection d'objets, avez-vous entraîné le modèle vous-même pour la détection de véhicules? Alors non, j'ai pris la fonction de base qui a été proposée par Global Mapper. On s'est posé la question d'entraîner pour de la détection. On a fait plusieurs essais hein, de détection d'objets. Donc le Oui, plus simple, le véhicule, et on a utilisé la fonction de base. oui, Mais je vous avais interrogé, Sofiane, pour la détection de tombes. Parce que donc le PCRS est produit pour les gestionnaires de réseau, mais il est utilisé en grande majorité aussi par des collectivités qui envoient là un référentiel très haute définition sur leur territoire, et notamment pour faire de la cartographie de cimetières. Et oui. donc l'idée, c'était de partir du modèle détection de véhicules et puis de l'entraîner ou de le modifier pour aller faire de la détection de tombes. Alors aujourd'hui, on n'est pas allé jusqu'au bout de cette démarche. Ça mériterait qu'on creuse le sujet. D'accord. Donc, s'il y a d'autres participants qui ont des retours d'expérience là-dessus, je suis preneur et éventuellement de solutions. Oui, n'hésitez pas à nous en faire part, encore une fois, dans le panneau de questions. Et puis, ça peut aussi faire l'objet d'échanges à l'occasion de la table ronde de fin de journée. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Mais je Guillaume, vous en prie, encore une merci à fois, vous. pour cette présentation vraiment très intéressante. Merci.